Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. C'est le direct du jeudi. Vous savez que Sciences et Avenir a lancé sur la plateforme Twitch une chaîne depuis janvier et tous les jeudis à 17h30, nous vous proposons un direct pour parler de sujets scientifiques différents. C'est une façon d'ouvrir une lucarne sur le monde de la science et aussi sur le monde de la vulgarisation scientifique. Je suis Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, la recherche. Nous sommes avec ma collègue Léa Fournasson, qui est en régie. C'est grâce à Léa que cette émission va pouvoir se dérouler. Sans elle, rien ne serait possible. Merci Léa. Bonjour à vous tous qui arrivez. Kirikou, bonjour, c'est toujours très dur de dire les pseudos Twitch. Kirikou, Kiki. Bonjour Aurore Naturel. Bonjour Erendil, Bossen, Big Zigzo. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, c'est super de vous avoir avec nous pour cette nouvelle émission. Une émission qui va être un petit peu spéciale cette semaine, puisque dans les épisodes précédents, qui sont tous disponibles sur le web, toutes nos émissions des jeudis passés, elles sont en replay sur le site web de Sciences et Avenir, www.sciencesavenir.fr. Vous pouvez y revoir les directs qu'on a fait avec des scientifiques, avec des experts sur pêle-mêle les araignées, la matière noire, la médecine légale, la science-fiction même. On a fait une émission sur Philippe Cadic. J'ai un collègue qui m'a dit que ça lui avait rappelé une émission d'apostrophe. Je ne sais pas si c'est un compliment. On laissera préciser ça peut-être plus tard. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que c'est une émission d'introspection. C'est une émission dans laquelle on va vous parler de Sciences et Avenir. On va vous dire comment Sciences et Avenir se fabrique, comment les journalistes qui constituent l'équipe de Sciences et Avenir travaillent, puisque Sciences et Avenir, c'est une équipe d'une trentaine de journalistes qui animent le vaisseau amiral, c'est-à-dire le magazine mensuel, voici le dernier, Découvrir les confins de l'univers, le magazine mensuel celui-là, il est en kiosque, mais qui n'est pas le seul magazine que nous fabriquons, que fabrique cette trentaine de journalistes. Il y a aussi il y a Bizigzo qui dit que grâce à l'émission Philippe Cadic, il a acheté 2 livres de ce grand auteur de science-fiction. Ça, voilà, pour Bernard Pivot qui n'a pas fait ça. Bon, le hors-série Bien manger, trimestriel, monothématique, également en kiosque en ce moment. Et puis, ce magazine, La Recherche. La Recherche, c'est aussi un titre vénérable de la vulgarisation scientifique. Eh bien, La Recherche a fait sa métamorphose il y a quelques mois pour devenir ce magnifique objet, ce livre magazine, ce MOOC que l'on peut trouver chez tous les marchands de journaux, mais pas seulement, on peut le trouver aussi en librairie. Et superbe dossier sur la conscience. Alors, cette semaine, on va parler donc plus précisément de Sciences et Avenir. Sciences et Avenir, évidemment, maintenant, avec le numérique, vous le voyez, c'est génial la recherche, dit Dr Brognian. Voilà, on pourra avoir un numéro dédicacé par Philippe Pajot, peut-être. Alors, le Sciences et Avenir, c'est un magazine mensuel, mais aussi on est en plein dans le numérique maintenant, vous le voyez, puisque on est sur Twitch. Sciences et Avenir, c'est aussi un site web, un site quotidien qui cartographie l'actualité des sciences. On a tous les journalistes de l'équipe, dont je le disais, on est une trentaine de journalistes qui écrivent tous les jours pour expliquer, décrypter la crise du coronavirus, évidemment, mais pas seulement. On a fait un live terrible sur le départ de Thomas Pesquet pour l'ISS. On est sur tous les grands rendez-vous quotidiens pour décrypter l'actualité sous le prisme des sciences. Ça, c'est le site web www.sciencesavenir.fr. On est sur les réseaux sociaux qui sont gérés par notre community manager Valentin Collia. On a cette chaîne Twitch maintenant, tous les jeudis. Si vous vous abonnez, vous aurez les rendez-vous, vous aurez les notifications de ce que sont les prochains lives. Mais là, aujourd'hui, voilà, on avait envie de vous expliquer comment on travaille avec un exemple concret qui est celui du dernier magazine, donc qui fait sa une sur les confins de l'univers. Et c'est pour ça qu'on va discuter aujourd'hui avec plusieurs journalistes de la rédac. Léa va pouvoir les faire apparaître comme par magie sur la petite lucarne de Twitch. Shazam, je fais comme Saul dans Better Call Saul, voilà, tac. Et voilà, oui, écoutez, donc on commence avec
par apparition à l'écran, hein, c'est comme au théâtre. Donc on a vu Fabrice Nico là en bas, voilà, qui lève la main. On a Franck Daninos à côté de lui. Hello. Andréina Debé en haut à droite et Sylvie Roith, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque Sylvie a animé un live, hein, sur Twitch il y a quelques semaines avec Romain Troublé. C'était à propos des expéditions Tara qui font l'analyse de la qualité de l'eau des océans et qui décryptent quels sont les écosystèmes qui y vivent. Alors, voilà tout le casting de cette émission qui va durer 1h30, comme à chaque fois, hein. On est ensemble jusqu'à 19h et cette émission, elle va se dérouler en plusieurs étapes. La première, ça va être un décryptage du dossier de couverture, Les confins de l'univers. Alors, ce dossier de couverture, c'est un dossier à plusieurs mains, mais il a deux parties principales qui ont été écrites par Franck Daninos et Fabrice Nico. Donc, ils vont être avec nous en première partie d'émission pendant une demi-heure à peu près. Sylvie Roith, qui a écrit aussi une page dans ce dossier, sera dans les coulisses. Donc, elle pourra peut-être intervenir à certains moments quand on parlera de l'Aniakea. C'est un mot un peu mystérieux, mais on verra ce que c'est peut-être pendant cette première demi-heure. Passé la première demi-heure, on dira au revoir à nos Starsky et Hutch de l'astrophysique et on passera un moment avec Andréina Debé. Andréina, elle est rédactrice en chef adjointe à Sciences et Avenir et elle s'occupe tout particulièrement de l'iconographie, c'est-à-dire des photos, du visuel qui se déploie dans ce magazine et elle nous expliquera comment elle travaille avec les photographes, comment elle fait faire certaines productions. C'est un travail visuel sans lequel le magazine ne serait pas ce qu'il est. Et dans la dernière partie de l'émission, la dernière demi-heure, on sera avec Sylvie, on parlera d'un autre papier qui est à lire dans ce Sciences et Avenir sur l'Everest, où il est question de la taille de l'Everest. On pourrait croire que la taille de l'Everest, c'est une question qui est réglée depuis belle lurette. Ça n'est pas le cas et on verra pourquoi. Alors, dans l'immédiat, on dit à tout à l'heure à Andréina et à Sylvie. Et on va commencer à parler avec Franck et Fabrice de ce dossier de couverture. Alors, je le remontre. Découvrir les confins de l'univers. Je le disais, ce dossier, il a été rédigé principalement par vous deux, et j'ai dit que vous étiez les astrophysiciens de la rédaction. C'est peut-être l'occasion déjà d'expliquer à nos spectateurs que dans une rédaction comme celle de Sciences et Avenir, qui est constituée de journalistes, tous les journalistes ne sont pas interchangeables et chacun d'entre nous, finalement, on creuse des sillons particuliers. Vous, c'est l'astrophysique pour des raisons qui vous sont propres, peut-être de formation, hein. On va découvrir si les journalistes sont d'anciens chercheurs, par exemple. Est-ce que, Fabrice, tu veux commencer peut-être là-dessus? Pourquoi tu travailles sur l'astrophysique? Voilà une bonne question, si je le savais. Non, alors, moi, j'ai fait des études de sciences avant de me spécialiser dans le journalisme. Et effectivement, j'ai fait de la physique. Mais en fait, ce qui m'intéressait, ce que j'étudiais, c'était plutôt la physique de l'infiniment petit, le noyau des atomes et tout ça. L'astrophysique, c'était plus une passion. Quand j'étais ado, j'utilisais une lunette astronomique, tout ça, voilà. Et quand j'ai commencé à être journaliste scientifique, assez naturellement, j'avais tendance à proposer des sujets en astro, sachant que moi, ce que j'aime particulièrement, c'est justement le thème du dossier, c'est-à-dire la cosmologie. Alors, c'est quoi la cosmologie, Fabrice? Parce que cosmologie, univers, espace, bon, quand on n'est pas expert, quand on n'a pas le nez là-dedans, tout ça, on met ça dans le même pot et on ne voit pas trop la différence. Mais oui, parce que l'espace, c'est grand, hein. Et donc, l'espace, ça commence en gros à 100 km au-dessus du sol, hein, et ça s'arrête, on ne sait pas parce qu'on sait même pas, on ne connaît pas les limites de l'univers. Donc, la cosmologie, c'est ce qui va s'intéresser à la forme et à la structure de l'univers pris
comme une seule entité, en fait. Hein, c'est ça, le cosmos. Contrairement à la planétologie, par exemple, qui s'intéresse aux planètes, comment sont nées les planètes, à quoi elles ressemblent, etc. Et ce qui fait que c'est un peu une distinction entre Franck et moi, mais je le laisserai commenter. Mais voilà, Franck, lui, il a l'air super à l'aise dans le système solaire, il connaît toutes les missions, les planètes, comme s'il y avait été. Hein. Voilà, moi, ça m'intéresse à partir du moment où pratiquement on sort de la galaxie. Alors, on va saluer nos internautes qui sont en train d'arriver. Hein. Bonjour à Phénomène06 qui nous remercie pour les recommandations Twitch. Bonjour au Duc de Morteuil, Marit111, Elliot Dust, Stella Moore. Je vous rappelle à tous qui arrivaient là dans l'émission qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on a choisi de vous faire découvrir les coulisses de la rédaction de Science et Avenir. Je dis exceptionnellement parce que depuis qu'on a lancé cette émission, cette chaîne depuis janvier, ce direct a été à chaque fois l'occasion de parler avec un scientifique, une scientifique, quelqu'un qui sort des labos. Et pour une fois, on a voulu vous expliquer comment travaillent des journalistes, comment travaillent les journalistes de Science et Avenir. C'est exceptionnel, mais ça reviendra. On pourra faire cette émission peut-être une fois par mois, à chaque nouveau numéro. On ne va pas se donner de contraintes, hein, mais c'est un rendez-vous qui sera peut-être appelé à revenir. Donc là, on est avec deux journalistes de l'équipe, Fabrice Nico et Franck Daninos, qui ont signé le dossier de couverture du dernier magazine, Découvrir les confins de l'univers. Et alors, je vais poser donc à Franck la question que j'ai posée à Fabrice. Comment on se retrouve dans la peau d'un journaliste qui est tellement à l'aise dans le système solaire, comme le dit Fabrice? Alors moi, je suis plutôt à l'aise, je sais pas, mais en tout cas plutôt nouveau venu dans le domaine de l'astronomie. Ça fait que quelques années, c'est-à-dire 5 ans, que je travaille sur ce sujet. J'ai pas du tout une formation dans le domaine, donc d'ailleurs c'est un message important à faire passer. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir une spécialisation, une formation universitaire ou que sais-je très pointue dans un domaine pour pouvoir par la suite le développer, l'explorer en tant que journaliste. Évidemment, il faudra y mettre du cœur, du temps, de l'énergie pour évidemment se familiariser avec un domaine, en comprendre les termes techniques, les subtilités, etc. Mais bon, en tout cas, c'est pas du tout, j'insiste là-dessus, une barrière, puisque moi j'ai une formation de biochimiste et également d'historien. Donc j'ai en histoire des sciences et des techniques et plus particulièrement sur les liens entre science et religion au XIXe siècle. Donc j'étais a priori pas forcément destiné à traiter de sujets d'astronomie. Et finalement, pour compléter ma réponse, puisque en tant que jeune journaliste, j'ai travaillé quand même assez rapidement, enfin sur les questions sur les sciences de la matière. Mais avant ça, Franck, puisque tu parles justement, tu dis déjà en tant que jeune journaliste, parce qu'il y a une question là de Quick qui dit comment devient-on journaliste scientifique? Toi, tu sors de cette période où tu as fait l'histoire des technologies, l'histoire des sciences, de la biologie, et à un moment, tu deviens journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une école? Il y a eu une formation? Effectivement, j'ai fait c'est une troisième casquette, enfin une autre formation. Je suis passé effectivement par une école, enfin c'était à l'université, donc c'était un master 2, donc à Paris 7. Donc il y avait une option communication scientifique et une autre journalisme scientifique. Donc d'ailleurs c'est quelque chose que je recommande énormément à tout le monde. Hein. Pour apprendre un certain nombre de bases théoriques et puis après surtout ça nous ouvre des portes pour faire des stages dans tout un tas de journaux comme Science et Avenir notamment, puisque là aussi c'est l'occasion de le rappeler, il y a un grand nombre de stagiaires qui viennent se faire les dents et apprendre les bases du métier à la rédaction. On salue Corentin et Tanguy qui sont pas loin de nous là à l'heure actuelle. Et donc effectivement pendant cette formation, j'ai pu faire un certain nombre de stages qui m'ont donné vraiment le goût au métier. Après effectivement, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon dans ce master 2, il y avait un module sur l'histoire et la philosophie des sciences, l'épistémologie que j'ai trouvé passionnant. C'est ce qui m'a incité à poursuivre un doctorat en histoire des sciences. Et puis après, là aussi, si je peux partager cette expérience, c'est par un autre concours de circonstances où finalement les rencontres qu'on fait
notamment dans des rédactions, suscite après des opportunités. Une personne avec qui cette expérience est bien passée peut nous rappeler, nous proposer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job au magazine La Recherche. Donc à l'époque, c'était pour les sciences, donc sciences de la matière, physique, chimie. Et puis pour terminer, pour montrer là aussi le côté un peu hasardeux finalement dans ce domaine-là, comme dans tous les autres secteurs professionnels, j'ai rejoint Sciences et Avenir en 2016, au moment donc où une collègue, une journaliste de la rédaction est partie pour d'autres aventures, rejoindre une autre rédaction. Et il se trouve qu'elle traitait de cette partie dont parlait Fabrice tout à l'heure, le système solaire, puisque effectivement dans une rédaction, d'ailleurs plus on est nombreux et plus on a la chance finalement de pouvoir se spécialiser, d'avoir vraiment une expertise dans des domaines en particulier. Et donc cette personne traitait du système solaire alors qu'une autre allait beaucoup plus loin sur les aspects astrophysiques et cosmologie. Et donc c'est comme ça que j'ai, en prenant ce poste, que j'ai pu donc commencer à travailler sur ces sujets que j'ai trouvé absolument passionnants. J'ai tout de suite accroché. Je regardais pas forcément le ciel plus que ça, mais bon, j'ai découvert un univers passionnant et notamment sur cet aspect effectivement des missions spatiales, toutes les aventures humaines et toutes ces années en laboratoire pour concevoir des machines, des instruments, pour répondre à tout un tas de questions. Donc derrière ça, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant, mais après ça couvre des domaines très très variés comme les météorites par exemple, où on a l'occasion effectivement de toucher, si je puis dire, de manière très sensible tout un tas d'astres et d'objets donc qui circulent dans le système solaire. Donc voilà, j'ai trouvé en tout cas vraiment un champ qui me passionne et une passion que j'essaie de partager. Bon, on voit en tout cas avec vos deux exemples que pour devenir journaliste, et en l'espèce journaliste dans un magazine scientifique comme Sciences et Avenir, il ne s'agit pas de faire un choix très tôt dans sa carrière, dans sa formation, sans lequel les carottes sont cuites. Il y a des moyens de rebondir, de retomber sur ses pattes, et il y a des formations à la fac, dans les écoles, hein, Fabrice, il y a des écoles. Oui, il y a plusieurs formations et comme tu le dis, c'est quand même assez rare qu'à 10 ans, on se dise ah tiens, je vais être journaliste scientifique, hein. C'est plutôt une opportunité qu'on découvre au fil de ses études. Et je sais que moi, jusque 2 ans avant de faire la même formation que Franck, mais que j'ai faite un peu avant lui, je ne savais même pas qu'elle existait. Et pourtant, je lisais des journaux scientifiques, Sciences et Avenir. Et voilà. Donc, oui. En fait, et pour rebondir sur ce que disait Franck, pour effectivement désinhiber des candidats, c'est que ce qui compte, c'est vraiment l'intérêt qu'on a pour la discipline. Parce que si on est intéressé ou passionné par son sujet, on a quand même de bonnes chances de le rendre intéressant pour le lecteur. Et si aujourd'hui beaucoup de journalistes scientifiques ont une formation scientifique, c'est plutôt une tendance, on va dire, qui date des 20 dernières années. Mais avant, les journalistes scientifiques étaient souvent des journalistes issus de formation en histoire, généraliste, enfin voilà, et qui se spécialisaient dans la science parce que tout simplement ça les passionnait. Alors, si vous êtes tous les deux là réunis pour répondre à ces questions, c'est parce que vous avez donc signé le dernier dossier de Sciences et Avenir. Quick demande, on est combien de journalistes scientifiques à Sciences et Avenir? On est une trentaine de journalistes pour animer les différents titres de l'équipe, puisque je le disais, il y a Sciences et Avenir mensuel, il y a le site web quotidien, il y a la recherche trimestrielle et il y a le hors-série monothématique de Sciences et Avenir. Et là, vous deux, Franck Daninos et Fabrice Nico, vous avez signé ce Découvrir les confins de l'univers, alors dans lequel il y a plusieurs choses qui sont abordées, puisque un dossier de couverture, c'est le cœur d'un journal, c'est le cœur d'un magazine, c'est la partie la plus importante, et vous avez signé plusieurs pages, quoi. Fabrice, c'est toi qui as fait la première partie du dossier, hein, ça représente 5 ou 6 pages. Comment on part dans la rédaction d'un article comme ça? Parce que tu arrives, on te dit, tu as 5 pages à remplir. Souvent, on nous dit, mais alors, comment vous faites pour trouver les interlocuteurs? Qui vous allez interroger? Comment ça se passe? Et alors, il y a une question complémentaire par rapport à ça donc, Shoshuro Joshi, quelles sont les contraintes de rédaction d'un article dans Sciences et Avenir, niveau de vulgarisation, nombre de signes, etc. Voilà, c'est la question que je te posais en fait. Oui.
Oui, oui. Alors, le nombre de signes, ça, c'est assez connu, puisque, en fait, effectivement, on te commande un article de 4 pages. Voilà, donc tu sais, c'est 10 000 signes. Alors, c'est déjà Voilà. un peu technique de parler de Oui, signes, hein. Le nombre oui, de et signes, c'est le les nombre signes, de caractères. effectivement, les signes, c'est le nombre de caractères avec les espaces compris. Ouais. Donc, parce qu'en fait, c'est une façon de mesurer l'encombrement, hein, de l'article. Et quant au sujet de dossier, là aussi, c'est intéressant de raconter, parce que finalement, le dossier, il va faire la couverture, donc il y a des enjeux derrière. Et donc, ce qui se passe, c'est que chacun dans nos domaines, quand on perçoit qu'il y a peut-être un dossier derrière, je dirais que la première des choses, c'est de convaincre ses collègues et puis le rédacteur en chef, la directrice de la rédaction, que le sujet est passionnant. Si on n'y arrive pas déjà, là, c'est mal parti pour convaincre ensuite tes lecteurs. Hein, donc, c'est vraiment toute une chaîne. Hein. Et puis, il faut qu'il y ait un sujet d'actualité. Et là, le sujet Oui, d'actualité, Léa va pouvoir nous montrer à travers une oui. photo. Alors, une photo qui va paraître un peu nébuleuse, hein, au premier regard. C'est la photo Ouais, d'une galaxie. ouais. Alors qu'il y a un nom comme les robots de la guerre des étoiles. C'est quoi? C'est GN-Z111? Non, GNZ11. Voilà, j'en ai trop mis. GN11, Ouais. oui. Et c'est une galaxie qui serait la plus lointaine de l'univers. Oui. En fait, c'est la plus lointaine observée dans l'univers, puisqu'elle se trouve à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. Sachant que donc, quand on regarde loin dans l'univers, on regarde aussi loin dans le temps. On pourra y revenir si c'est pas Voilà le évident pour tout le dossier. monde. Ouais, Le temps que Léa trouve l'image, ouais, je vais essayer de la voilà. trouver dans le dossier. Ben voilà, ça y est, elle l'a trouvé là, l'image. C'est Donc pas ça, c'est GNZ11. l'ouverture du Ouais. dossier. Et C'est voilà. GNZ11, cette espèce de tache. Voilà, la Voilà, voilà. bravo. C'est ça. Donc en fait, effectivement, l'idée est partie de ça, puisque donc voilà, ça c'est la galaxie la plus lointaine observée. Alors l'observation date de 2014. Alors vous allez dire, bah, il vous a fallu du temps pour vous réveiller. Ouais, c'est une actu molle là que tu nous as vendue Mais alors. oui, mais oui. Mais en fait, quand on observe ça, ça a été vu par le télescope spatial Hubble. Il n'y a pas écrit dessus, vous êtes à 13,4 milliards d'années-lumière, il n'y a pas de, il y a pas de panneau. Hein. Donc, il faut mesurer précisément cette distance et c'est ça qui a pris pas mal de temps parce qu'en plus, il y a plusieurs mesures qui sont faites, etc. On vérifie, les chercheurs sont des gens précautionneux et la distance est vraiment parue en décembre 2020 dans Voilà, une alors, revue. tu as Oui. une question là de Almao qui dit l'univers Et, avait quel âge au moment de cette photo? 300 000 ans? alors, 300 millions d'années. Mais étant donné qu'il a 13,8 milliards d'années, on voit que l'univers était vraiment tout jeune. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de traiter ce sujet, parce que quand j'ai vu passer cette actu, je me suis dit, mais il y a quoi dans cette galaxie? Parce que on n'a pas la réponse tout de suite avec cette petite tâche-là. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille, là, pour le coup. C'est que j'ai contacté l'un des physiciens, des astrophysiciens qui a participé à l'étude de cette galaxie. Et donc c'est Daniel Scherer qui est cité dans l'article, qui est à l'Université de Genève. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on sait de ce genre je lui ai demandé qu'est-ce qu'on sait sur ce genre de galaxie? Parce qu'il y a des étoiles, des questions toutes bêtes, hein, mais alors elles brillent, on se doute que oui, mais enfin des étoiles si tôt dans l'univers, est-ce qu'il y a des trous noirs? Et puis elle ressemble pas pour ceux qui ont l'habitude de voir des galaxies comme la galaxie Andromède, on voit qu'elle a pas le physique. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une tache comme ça? Et donc, c'est en discutant que voilà, ça m'a paru d'un seul coup très intéressant de revenir sur ces premiers temps de l'univers. Et ensuite, c'est là dont la chaîne dont je parlais a démarré, c'est que l'idée du dossier naît de là. C'est voilà,
qu'est-ce que on voit aux confins de l'univers, et ensuite, ça donne lieu à des réunions où on va commencer à développer le dossier, sachant que je n'allais pas faire 10 pages sur cette galaxie, est née l'idée de parler des confins, c'est-à-dire des limites, mais à plusieurs échelles, le système solaire, la galaxie, et puis l'univers entier. Alors, Fabrice, tu dis que tu as contacté un des scientifiques qui était à l'origine de l'analyse scientifique de cette tâche. Franck, ces scientifiques, ils sont facilement identifiables finalement, puisque leur activité est scandée par leurs propres publications. Ce sont des gens qui écrivent dans des revues qu'on dit primaires, parce que c'est les revues qui sont destinées aux chercheurs. C'est comme ça que dans la pratique, les journalistes se font aussi leur réseau et leurs contacts et découvrent les personnes à interroger. Oui, alors pour nous, évidemment, c'est une première source, un premier point d'entrée pour identifier donc les interlocuteurs pertinents. Et d'ailleurs, identifier les interlocuteurs pertinents, c'est précisément une partie importante de notre travail. Il faut savoir qui a les choses les plus intéressantes à dire, et qui les dira d'ailleurs de la manière les plus intéressantes, ce qui n'est pas forcément la même chose, même s'il y a des choix qui s'imposent. Mais après, il y a effectivement, c'est pas quelque chose qu'on trouve tout de suite. Il y a pour certains sujets, donc notamment quand il y a un auteur, surtout s'il est français, d'une étude, donc ça va être donc c'est évident que c'est une personne qu'on va devoir interviewer, mais bon, quelquefois ce cheminement qui nous amène à s'arrêter sur un interlocuteur, sur un expert, ça peut être des cheminements un peu plus sinueux, et souvent ça peut arriver qu'on fonctionne comme ça de proche en proche. Donc d'abord, évidemment, on identifie des spécialistes sur le domaine qu'on veut traiter. Donc et puis après, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut prendre son téléphone, envoyer des mails ou rencontrer les gens. En fait, il faut discuter. Parce que la première impression qu'on peut avoir, on est comme tout le monde, hein, on a des préjugés, un certain nombre de connaissances partielles, imparfaites. Des fois, on s'aperçoit qu'on faisait de grosses erreurs. Et c'est seulement en discutant, en posant des questions, en allant vraiment le plus précisément dans le sujet qu'on arrive vraiment à en cerner les contours et puis essayer d'identifier les interlocuteurs les plus pertinents. Et donc on peut identifier donc ces domaines, ces champs d'expertise. Donc on a un certain nombre d'outils pour ça. On a notre expérience aussi. C'est ça aussi tout l'intérêt quand même, ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir une spécialité, c'est qu'on finit par savoir, par connaître effectivement à la fois les gens qui savent et les gens qui savent bien retranscrire donc ce savoir. Parce qu'il y a, pour certains chercheurs, ça reste très compliqué. Je me souviens même au début de mon métier de journaliste scientifique, moi qui étais d'ailleurs, je disais, pas du tout physicien ou chimiste, de rencontrer des physiciens qui, posant une question simple, je leur demandais une réponse simple. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de prendre d'aller au tableau ou de m'écrire des équations invitables. Et j'en ai pleuré quelques fois. Hein. C'était bon. Petit à petit, on apprend à gagner un peu en sérénité, à resserrer un peu le propos, le questionnement, et à essayer d'avoir ce dialogue avec le chercheur qui nous permet effectivement d'avoir ce rôle de passeur et de vulgarisateur. Mais bon, bref, une fois qu'on a on identifie quelqu'un, on pense d'ailleurs que c'est la bonne personne, et puis en discutant, il me dit « Ah, mais il y a un tel qui, lui, il est mieux, ou lui, il fait ça. » Et là, effectivement, on a souvent des bonnes surprises. C'est ce qui est arrivé. C'est un bon exemple pour l'article que j'ai fait pour ce dossier, donc sur les confins du système solaire. Donc, les confins du système solaire, donc, rapidement, donc, il y a deux limites dans le système solaire. Il y a ce qu'on appelle la limite matérielle, la limite de l'influence matérielle du soleil, pardon. En fait, le soleil en fait éjecte de la matière qui forme une. Alors ça, peut-être que Léa peut nous montrer l'autre visuel qui correspond à ce que tu décris. C'est un dessin qui est justement dans le dossier qui illustre, voilà, exactement. Léa a trouvé sans que j'ai cherché l'anti-sèche. Et ce que tu décris, Franck, c'est cette frontière de l'influence de notre Soleil. Hein. Voilà, donc en fait, le Soleil éjecte en permanence d'immenses quantités de particules, des particules ionisées,
Donc, ils vont former c'est le vent solaire, voilà, demande à Mao. c'est ce qu'on appelle le vent solaire, absolument, qui va souffler sur toutes les planètes et les englober, et qui forme une sorte de bulle protectrice. Et donc, sur ce dessin, c'est un peu la démarcation qu'on voit entre la zone Bordeaux, rouge, orange, Bordeaux, et la zone noire. Et donc, c'est une des frontières du système solaire. Au-delà, il y a ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Donc, c'est un milieu qui va envelopper toutes les étoiles et qui donne aussi naissance aux étoiles. Donc, c'est un objet de premier choix, hein, pour les astrophysiciens. Mais seulement, évidemment, on n'a pas, on n'y avait pas accès. Et donc, on a un certain nombre d'instruments, des radiotélescopes. Mais bon, pour la première fois, les sondes voyageurs, donc ça s'est passé en 2012 et 2018, ont pu franchir cette limite et donc prendre des mesures directement dans le milieu interstellaire. Sonde qui avait été envoyée il y a belle lurette, hein, puisque c'est les années 70. Tout à fait, elles sont parties en 1977, donc c'était il y a 44 ans, donc à une époque où vous pouvez imaginer les moyens informatiques, techniques qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Mais bon, les sondes fonctionnent encore et continuent à envoyer des données. Et elles sont aujourd'hui, c'est les premiers objets que les scientifiques ont pu envoyer dans le milieu interstellaire. Et donc, juste pour reprendre mon film, après je reviendrai peut-être sur cette histoire absolument fabuleuse des sondes voyageurs. Mais j'ai d'abord posé une question à un spécialiste du milieu interstellaire. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais vous poser des questions sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ce milieu interstellaire, quel est l'état de l'art et des connaissances sur ce domaine. Et c'est là qu'il m'a renvoyé vers une personne qui s'appelle Alain Lecacheux, donc qui est astronome à l'Observatoire de Paris, que je connaissais par ailleurs, que j'avais déjà interviewé pour d'autres sujets, mais je ne savais pas du tout qu'il avait eu un rôle important dans cette mission. Il se trouve en fait c'était un tout jeune chercheur, il avait une vingtaine d'années, et donc par un concours de circonstances, il s'est retrouvé impliqué dans les tout débuts de cette mission. Donc c'était en 1973-1974, et donc il a travaillé au tout début pendant 15 ans, et donc il m'a fourni des informations absolument passionnantes sur ces missions. Et d'ailleurs, j'ajoute quelque chose. Donc un bon interlocuteur, donc c'est évidemment quelqu'un qui a les connaissances. C'est quelqu'un qui les explique bien, qui les vulgarise bien, pour que nous-mêmes, journalistes, on puisse les comprendre pour les restituer. Mais c'est aussi, et j'ai trouvé ça chez Monsieur Lecacheux, c'est que ce sont des gens qui sont souvent passionnés, passionnants, et qui communiquent cette passion qu'on peut nous-mêmes ressentir et communiquer au lecteur. Donc il faut entendre ce Monsieur Lecacheux, qui a fait une belle carrière dans la radioastronomie, et qui a travaillé sur les voyageurs donc dans les années 70, mais qui parle de cette mission avec tellement d'enthousiasme, et qu'effectivement c'est quelque chose de communicatif, et ça participe aussi pour nous à transmettre ça et à écrire des articles, j'espère, intéressants. Donc voilà. Alors, passion qui transparaît, Franck, hein, dans tes propos, puisqu'il y a Marit 111 qui dit c'est un métier de passion, hein, de toute évidence, le journalisme. C'est vrai que c'est pas un métier qu'on fait par hasard. Et ce qui est très intéressant dans tout ce que tu as dit, Franck, aussi, c'est que tu as décrit le cheminement de l'enquête, hein, qui est le travail du journaliste. Comment par un jeu de billard à 3 bandes, on va voir l'un, il fait rebondir sur l'autre, etc. Et ça montre aussi la nécessité d'avoir des journalistes dans les journaux qui font ce travail pour raffiner l'information et pour arriver là où il faut aller pour pouvoir restituer l'état de l'art au lecteur. Alors, il y a Stump 117 qui nous dit « J'ai appris la théorie des cordes grâce à Science et Avenir ». Bon, ben, c'est super. Voilà. Moi, je l'ai appris dans Big Bang Theory. Il y a Ko Baksu qui dit « Peut-on atteindre le niveau scientifique d'Elon Musk par soi-même en regardant des vidéos YouTube ?» Alors, est-ce que c'est une question ironique? Je ne sais pas. Alors, Elon Musk, on lui consacrera une émission, je crois, hein, ou un live de 25 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Elon Musk. Il n'y a pas d'article sur Elon Musk dans ce numéro de Science et Avenir. L'heure avance, malheureusement. Il y a une question qui va nous permettre de faire la transition avec la partie suivante de cette émission, puisqu'il y a Myosotis qui demande, quand un lecteur rapporte une erreur dans un article, est-ce que le journaliste qui l'avait rédigé a un gage? Doit-il ramener les croissants pour les collègues le lendemain ou bien payer l'apéro pour se faire pardonner? Je dis que ça fait la transition parce qu'on va parler avec Andréina, non pas qu'Andréina fasse beaucoup d'erreurs, mais c'est la reine des chouquettes à Science et Avenir. Elle est connue pour ça, donc elle amène beaucoup de chouquettes. Mais juste peut-être tous les deux, là, vous pouvez réagir. Les erreurs, ça arrive, hein, les journalistes ne sont que des hommes.
et parfois des femmes. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Vas-y Fabrice, c'est vrai. On s'excuse. Non, bien sûr, il y a des risques d'erreur. Alors, on fait quand même tout ce qu'on peut pour les éviter, notamment en travaillant avec les chercheurs et en faisant relire des passages qui les concernent pour vérifier qu'on a bien tout compris. Mais c'est quand même très difficile de passer toujours au travers. Alors, ça tombe bien puisque je préviens d'ores et déjà les nombreux lecteurs du dossier, ils verront qu'il y a un petit schéma. Alors, ne dis pas où est l'erreur, parce que là, le but du jeu, maintenant, c'est que nos lecteurs trouvent l'erreur et nous écrivent. Bon, d'accord. Mais en tout cas, l'idée de ramener des croissants, ça peut être mis aux voix, ça. Tu peux promettre, en tout cas, il y aura un erratum, enfin, il y aura une précision dans le prochain numéro qui dira. Bon, écoutez, Franck, vas-y, Franck. J'ajouterai juste un dernier point très rapide sur ce qui est important de savoir. Je sais pas dans quelle mesure les lecteurs peuvent l'imaginer, mais il y a toute une équipe qui travaille pour avoir ce produit final, donc qu'on retrouve en kiosque. Et il y a toute une couche et toute une superposition de lecture, de va-et-vient, etc. Donc il y a les journalistes qui vont rédiger, qui vont évidemment être attentifs à introduire le moins d'erreurs, ou en tout cas à vérifier un maximum tout ce qu'on peut vérifier. Hein. C'est vraiment l'une des bases évidemment du métier. Mais après il y a la rédaction en chef qui relie, il y a les secrétaires de rédaction, etc. C'est vraiment pour arriver à quelque chose de qualitatif. Et alors évidemment, plus on est nombreux et plus on est soigné et attentif à ce travail, plus le résultat final sera qualitatif et moins d'horreur, c'est un lapsus, moins d'erreurs il y aura. Mais évidemment, malheureusement, il y a toujours ça peut arriver qu'il y ait quelques erreurs, quelques coquilles, comme on dit. Et effectivement, pour nous, c'est toujours une grande source de frustration, enfin de mécontentement, parce qu'on s'est vraiment efforcé à tout vérifier, mais bon, malheureusement, statistiquement, dans l'ensemble d'un journal, il y a toujours malheureusement des choses qui passent entre les mailles. Alors justement, dans le temps qui vient, là, on va pouvoir parler avec quelqu'un qui anime justement une des couches de fabrication de ce journal, comme tu le dis, Franck, puisqu'on va parler avec Andréina Debey, qui est la responsable de la photo. Je vous remercie à tous les deux. Donc, Franck Daninos et Fabrice Nico. Donc, vous êtes journaliste à Sciences et Avenir et vous avez signé le dossier de couverture, Découvrir les confins de l'univers. Alors, Sylvie Roy, qu'on verra un peu plus tard dans l'émission, et Joël Ignace ont aussi écrit quelques papiers plus courts à l'intérieur de ce dossier, dont vous avez assuré l'essentiel. Merci à vous. Merci. Merci à lui. Alors, deuxième partie de ce Twitch spécial, ce Twitch In Bed with Sciences et Avenir, où on vous raconte les coulisses du magazine mensuel Sciences et Avenir. Le dernier numéro, c'est celui-là. Vous savez qu'on est désormais sur Twitch une fois par semaine à 17h30, entre 17h30 et 19h, pour parler d'un sujet scientifique. Si vous vous abonnez à notre chaîne Twitch, vous aurez les notifications de ces différents programmes pour savoir de quoi on parlera la semaine prochaine, par exemple. Mais alors, et ces programmes, ces replays, ils sont visibles ensuite sur le site web de Sciences et Avenir. Il vous suffit de googler Twitch Sciences et Avenir, vous allez voir tous les programmes qu'on a fait. Il est question de la matière noire, il est question des mathématiques, il est question du blob. Oui, le blob, cet organisme unicellulaire qui n'est ni végétal, ni animal, ni champignon, et qui a été envoyé dans l'ISS avec Thomas Pesquet. Vous pouvez retrouver ça sur le site. En tout cas, le Twitch de cette semaine, il est un peu particulier puisqu'on raconte comment se fait Sciences et Avenir. Et donc là, maintenant, on va discuter avec Andréina Debey. Andréina Debey, qui est rédactrice en chef adjointe à Sciences et Avenir, la recherche, avec une mission spécifique, même si Andréina écrit aussi des papiers, vous pouvez voir sa signature régulièrement dans le magazine. Mais Andréina, tu t'occupes des photos.
Tu es responsable de l'iconographie. Oui, mais alors je voudrais d'abord commencer par reprendre la question de Myosotis que j'adore quand un lecteur apporte une erreur parce que c'est vraiment la hantise totale, non seulement des rédacteurs mais aussi du service photo. C'est-à-dire que quand je vois arriver des mails du courrier des lecteurs qui nous disent bon bah alors cette photo-là c'est pas du tout un ver de terre, c'est un ver de farine. Ça veut dire que d'un côté on est très content parce que ça veut dire qu'on a des lecteurs super attentifs qui arrivent à distinguer la différence entre un ver de terre et un ver de farine. Ce sont des larves. C'est arrivé dans le dernier numéro du hors-série. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Certes, j'apporte des chouquettes tous les matins en préventif pour me faire pardonner d'avance d'erreurs qu'on aurait pu commettre. Mais la première chose qu'on fait, du coup, c'est qu'on va regarder la légende, c'est-à-dire la précision du contenu de la photo qui est intégrée à cette image pour vérifier d'où vient l'erreur. Dans ce cas spécifique, c'est l'agence, c'est-à-dire la source qui nous avait fourni l'image qui avait mal légendé sa photo. Ah. Donc, on fait un monde honorable et après, éventuellement, on paye l'apéro, on apporte des chouquettes, des croissants, etc. Et ça, c'est formidable. L'autre chose, c'est que je réponds à Stump aussi, Stump 117, qui dit « J'ai appris la théorie des cordes grâce à Science et Avenir ». Moi, je vous raconte pas la somme de choses que j'ai apprises à Science et Avenir depuis 20 ans que j'y suis. Ça fait 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans au mois de mars. Donc, je suis chef d'un service photo qui comporte 3 personnes. Hein, et je tire le chapeau à mes 2 collègues, à Isabelle Tyran et à Claire Balladur, qui travaillent avec moi, qui sont des super pros. Animer un service photo, c'est qu'on est iconographe. Alors, iconographe, c'est pas du tout une insulte à la capitaine Haddock. Hein, oui, parce qu'on pense à lui, effectivement. Ah ouais, non. Iconographe, c'est un professionnel de l'image qui est chargé de chercher, de trouver les images les plus pertinentes pour illustrer un texte. Alors, nous, on est dans la presse, mais il y a des iconographes qui travaillent pour l'édition, qui travaillent pour des institutions, qui travaillent pour même des centres de recherche. Voilà. Dans chaque endroit où on a besoin de quelqu'un qui aille à la pêche à l'image pour illustrer un texte, il y a des iconographes. Pour ce qui concerne les formations, il y a mais peut-être juste avant, Andréina, avant de parler de la formation, peut-être faire une précision là-dessus, parce que souvent, on nous pose la question, les étudiants nous posent la question, comment on fait pour devenir photographe, par exemple. Oui. Dans la première partie de l'émission, avec Franck et Fabrice, on a expliqué qu'il y avait 30 journalistes qui constituaient la rédaction de Sciences et Avenir, c'est-à-dire qu'ils travaillent physiquement tous les jours là. Hein. Bon, évidemment, il y a la pandémie, machin chose, mais qui font partie de l'équipe. Les photographes ne font pas partie de l'équipe. Les photographes sont des gens qui sont à l'extérieur, qui sont des freelances. Oui, alors là, il fut un temps, il reste encore des cas de figure de médias, notamment quelques quotidiens et quelques hebdomadaires, qui ont ce qu'on appelle des photographes staff, c'est-à-dire qui sont vraiment intégrés, salariés à l'entreprise de presse. Mais ça devient très rare. La plupart des magazines, des quotidiens, etc., font appel effectivement à un énorme vivier de photographes qui sont eux-mêmes soit regroupés au sein d'agences, de collectifs, de structures qui ont des formes diverses, soit qui sont vraiment totalement des indépendants et que l'on connaît parce qu'ils se font connaître, parce qu'on regarde les publications, mais effectivement, on fait appel à des photographes qui sont soit très spécialisés. Quand on veut envoyer, par exemple, quelqu'un faire des photos dans un lieu un peu délicat, comme ça peut être une centrale nucléaire ou un hôpital, pour faire photographier une intervention chirurgicale, par exemple, comme ça nous est arrivé à plusieurs reprises, on fait appel à des photographes qui ont une certaine expérience de ces lieux, parce qu'ils vont savoir de quelle manière se conduire, aussi bien d'un point de vue strictement, éthique, c'est-à-dire qu'ils vont savoir ce qu'on peut photographier ou pas selon la situation, mais aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'ils vont se munir des lumières qui seront nécessaires pour s'adapter à
à un endroit où il y aura que des lumières artificielles, etc. Mais ça, effectivement, tout ça, ça fait partie des compétences qu'un iconographe doit avoir, va acquérir petit à petit avec l'expérience qui va accumuler tout le long de sa carrière professionnelle. Parce que de la même façon que le journaliste se fait un réseau de contacts chez les scientifiques, hein, ce que décrivaient Fabrice et Franck tout à l'heure, toi, avec le temps, tu te fais un réseau de contacts chez les Oui. photographes et tu sais quel est le photographe qui va pouvoir plonger sur telle épave quand Bernadette Arnault va faire un article sur Oui, l'épave de la Lune qui est au large de je sais plus quoi, bien ou sûr. celui qui va pouvoir aller photographier les loups dans Dans le les Alpes, Mercantour, hein. le Mercantour, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est vraiment, on peut arriver avec les compétences techniques de base qui sont requises pour exercer ce métier, c'est-à-dire voilà, la connaissance d'un certain nombre d'agences, la pratique de l'ordinateur, de la gestion des moteurs de recherche, etc. Mais c'est vraiment la pratique, c'est la curiosité, c'est le fait de se balader d'un site à l'autre, c'est le fait de fréquenter les expositions de photos, les festivals, d'aller écouter, je ne sais pas, des conférences qui sont données par des photographes qui font qu'on élargit ce réseau très précieux parce que non seulement on va pouvoir choisir le photographe qui est adapté au sujet qu'on va lui faire traiter, mais aussi parce qu'on sait qu'il apportera lui-même un surplus d'expérience. Il va lui-même avoir des contacts qui vont lui faciliter l'entrée dans des lieux auxquels un autre photographe moins habituel de ces endroits aura comme facilité. Donc tout ça, c'est que non seulement on doit être capable de choisir le photographe qui aura le style et les compétences techniques qu'on veut pour réaliser telle photo, mais aussi parce que lui-même va nous apporter sa propre richesse. Ça, c'est très important et il y a vraiment un travail de curiosité et de comme ça d'alerte perpétuelle que les iconographes vont adopter comme mode d'exercice. D'ailleurs, tu es régulièrement, tu es jury dans des festivals Oui, photo, hein, c'est comme ça que tu rencontres les gens et que tu as absolument. pu sans doute lancer des collaborations, hein, en rencontrant des On a jeunes photographes. lancé plusieurs collaborations à la suite justement de rencontres qui ont eu lieu lors de festivals de photographie qui abondent en France, à l'étranger, mais c'est vrai que ce sont des occasions, que ce soit le festival le plus connu qui est Visa pour l'image, le festival de photojournalisme, De Perpignan. À Perpignan, bien sûr, Olivier, hommage à ton coin, absolument. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Après, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi plein de spécificités. C'est-à-dire qu'il y a des festivals qui sont consacrés à la photographie de nature. Il y en a d'autres qui sont consacrés à la mer. Il y en a qui sont consacrés à l'archéologie et aux sciences. C'est vraiment un vivier énorme de sources. Alors sur la question de la formation, Andréina, est-ce qu'on est journaliste et puis finalement, en arrivant dans un journal, on devient iconographe ou c'est plutôt le contraire? Est-ce que toi, par exemple, tu étais dès le début dans la question de la photo et tu as travaillé dans un journal, mais tu aurais pu travailler effectivement dans un musée Alors, moi, je sais pas. je fais partie, et c'est le cas vraiment pour beaucoup d'iconographes. Après, peut-être ça change avec une question de génération, parce que moi, je travaille dans la photo depuis plus de 30 ans. Mais à cette époque-là, on était vraiment très, très nombreux et nombreuses à être formés sur le tas. Alors, moi, j'adore cette expression, être formé sur le tas, mais sur quel tas? C'est sur le tas des personnes et des rencontres fortuites qui font que petit à petit, on a l'occasion, moi j'ai une formation d'histoire de l'art et d'école du Louvre, donc j'avais un sens évidemment déjà de l'image, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu accès au travail dans une agence de photo et puis par la suite, je suis passée à la presse, j'ai travaillé dans d'autres magazines avant Sciences et Avenir, notamment à Terre Sauvage, et puis il y a d'autres
magazine. Mais il existe des formations et moi, j'encourage vraiment tous ceux et toutes celles qui ont envie d'en savoir plus sur le métier de l'iconographie, d'aller consulter le site d'une association très précieuse pour ce milieu, qui est le site de l'Association nationale des iconographes, l'ANI. C'est vraiment. Peut-être que Léa pourra nous mettre le lien là sur le chat. Oui, parce que elle et ils font un travail vraiment phénoménal d'information, de prise de contact, d'information sur ce qu'est ce métier qui est complexe. Alors, j'avais envie de reprendre. Parce que au sein d'une rédaction comme celle de Sciences et Avenir, parce que je considère que je fais un très très beau métier. J'écris aussi, c'est ce que Olivier disait, mais je fais un très beau métier, surtout quand on a la chance de l'exercer au sein d'une rédaction comme celle de Sciences et Avenir, qui est une rédaction vraiment vivante, ouverte, qui est mouvante, qui est curieuse et à l'intérieur de laquelle tout se fait vraiment en synergie. C'est un travail d'équipe de tous les instants. Tous les métiers sont connectés. Tout à l'heure, je regardais cette image sur le système solaire qu'on a montré. Et moi, je pense que le service photo, alors vous allez comprendre pourquoi, c'est pas juste parce que je suis égocentrique ou que avec mes deux copines de la photo, on est égocentrique. Mais je pense que dans ce système solaire qu'est la rédaction, la photo se trouve au centre. On est le soleil de la rédaction et c'est pas que pour les chouquettes. C'est vraiment, nous sommes le soleil du système de la rédaction. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tout à l'heure Franck ou Fabrice disaient que la première chose qu'un rédacteur doit faire, c'est proposer avec suffisamment de passion et de conviction un sujet pour qu'il soit validé par la rédaction en chef. Très bien. Mais après, une fois que ce sujet est validé, on fait une réunion à laquelle participent les rédacteurs, la rédaction en chef, le service photo, les maquettistes, etc. Ça fait déjà un beau groupe. À ce moment-là, le rédacteur présente le sujet et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, on se demande comment on va illustrer ce sujet. Quand je dis que la photo a une importance, c'est pas valable que pour Sciences et Avenir, c'est valable pour tous les magazines illustrés. La photo a une énorme importance. Pourquoi? Parce que c'est le premier élément avec le titre de l'article ou avec un titre de couverture qui va attirer le lecteur vers le contenu. Je dis pas qu'on publie que des photos qui vont nous faire un effet waouh et nous dire oh, super, on va lire, on va se dépêcher de lire cet article. Mais je dis juste qu'on poursuit le but de donner avec l'image l'envie d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et j'avais envie de prendre l'exemple. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que tu peux prendre un exemple avec ce dernier, donc de ce dernier numéro. Oui. Tu voulais parler de quel papier? Je voulais parler du papier sur Thomas Pesquet parce que on a proposé ce papier à l'occasion du départ de Thomas Pesquet pour l'ISS. Alors, en plus, tu prends un exemple qui est très emblématique de la difficulté qu'il y a quand même à construire un magazine mensuel, parce que vous avez prévu le papier pour un numéro qui sortait la veille, je crois, du départ de Pesquet. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut tout anticiper sur un événement qui n'a pas encore eu lieu. Absolument. C'est pas la première fois que nous arrive cette situation-là. C'est pas la première fois qu'on se mord les doigts et qu'on est tous là en train de se dire mais pourquoi on n'est pas un quotidien ou pourquoi on n'est pas un hebdomadaire, qu'on a un peu plus de marge. Mais bon. Ouais, ça, alors, opportunément, je redis évidemment que Sciences et Avenir a aussi un site web quotidien qui est animé par les journalistes de l'équipe et qui donc peut suppléer d'une certaine façon à ce manque, parce que là, je veux dire, heure après heure, on a relayé le départ de Pesquet et de ses camarades. Alors Samuel 69 570 nous dit info de dernière minute, les extraterrestres existent. Bon, il est hors sujet, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Zut. Mais alors vite, il faut qu'on abandonne le Twitch et qu'on court à nos claviers pour écrire un article. Alors sur ces photos là, donc et je crois que Léa pourra nous en montrer certaines en gros plan.
ouais, ce qui est très intéressant par rapport à ces photos, là, on voit Thomas Pesquet. Mais on sait que tu plaisantes, Samuel. Évidemment, on le sait, on a compris. On est content que tu nous regardes, que tu nous poses des questions. Ouais, c'est super, Samuel. Mais voilà, dans cette photo, elle est assez impressionnante parce qu'on voit Thomas Pesquet et puis un autre de ses compères qui sont partis avec lui sur l'ISS. Il teste sa combinaison, ils vont aller plonger dans la piscine. C'est la combinaison qu'il leur a apportée non pas pour partir, parce que si on revoit après l'image de l'ouverture, mais c'est celle qui va servir pour les sorties extravéhiculaires. C'est que on a incarné vraiment ce sujet en montrant Thomas Pesquet pendant plusieurs phases de son entraînement. On voulait raconter ce que ça voulait dire pour un astronaute qui allait affronter cette expérience extrêmement éprouvante, et il le raconte lui-même, il dit que c'est très éprouvant. D'ailleurs, on a mis aussi une photo où il est complètement exténué par rapport au poids de la combinaison, par rapport à la fatigue de l'entraînement. Voilà. Là, ouais. Et justement, très spécifiquement par rapport à cette image, je l'avais trouvée sur le compte Flickr de Thomas Pesquet, pour dire que les sources sont très variées. Dans cet article, j'ai utilisé les sources les plus officielles, c'est-à-dire la NASA, l'administration spatiale américaine, l'ESA, c'est-à-dire l'agence spatiale européenne, le CNES, c'est-à-dire le centre d'études spatiales français, et puis aussi SpaceX qui a construit la capsule et la fusée qui a emmené Pesquet sur l'ISS. Alors SpaceX de notre ami Elon Musk, qui a fait l'objet d'une intervention dans le chat un peu plus tôt, et on fera une émission sur Elon Musk. Faites-nous plein de tweets et pour nous réclamer cette émission, voilà, comme ça on pourra. Oui, comme ça on va vraiment la démarrer. Mais voilà, ce sont des sources qui sont épatantes. Je veux dire, la NASA, l'ESA, ce sont des sources photographiques épatantes parce que ils ont une force de communication extraordinaire. Ils ont décidé de laisser leurs images gratuitement exploitables, ce qui est quand même un cas de figure qui certes existe, mais qui constitue une exception par rapport au fonctionnement normal, parce que les photos se payent, bien sûr. Pas chaque photo, parce que justement, il y a des photos de chercheurs qui nous sont communiquées pour accompagner une publication et qu'on ne paye pas. En revanche, il y a une grande partie des photographies que nous publions qui sont rétribuées aux photographes directement, à l'agence qui le représente, et qui ont un prix qui est fonction de notre propre tirage. Plus le tirage d'un magazine est important, plus le prix de la photo est important. Donc, extraordinaire source chez la NASA et chez l'ESA. C'est des athlètes de haut niveau, je vois, pour supporter des combinaisons. Ah oui, absolument. Oui, il nous dit Samuel, de vivre des mois dans la pesanteur. Oui, s'il faut un entraînement, un entraînement terrible. Et c'est ce que montre effectivement ce papier de Sylvie Roat, qu'on retrouvera tout à l'heure, Sylvie, dans ce stream sur Twitch pour un autre papier. C'est intéressant ce que tu dis, Andréina, sur les photos et le fait que les photos se paient. Parce qu'aujourd'hui, avec Google Images, c'est une vérité qui peut s'oublier assez facilement. C'est très facile de créer un site web, de créer un blog et puis de faire glisser une photo de Google Images vers son propre site. Évidemment, quand on est un internaute, un lycéen, un étudiant, qu'on a une petite démarche comme ça, bon, c'est très particulier. Mais un site web officiel, comme Sciences et Avenir, n'est pas du tout là-dedans. Toutes les photos que vous pouvez voir, par exemple, sur le site web de Sciences et Avenir, ce sont des photos dont on s'est assuré qu'on avait les droits et qui, pour une part très importante d'entre elles, on les paye. Absolument. On doit, en fait, dans un service photo, quand on travaille dans un service photo, on doit faire attention vraiment à une quantité de choses très importantes et qui sont vraiment toutes de l'ordre du respect des lois et du respect des usages. Et ça concerne aussi bien le respect du copyright, c'est-à-dire qu'une photo doit être attribuée au photographe qui l'a réalisée, et cette mention doit apparaître. On doit respecter l'information qu'elle porte, c'est-à-dire
c'est-à-dire l'accompagner de la légende pour qu'elle exprime le contenu. Parce qu'une photo, c'est pas sois belle et tais-toi. Hein, c'est une photo, c'est certes, elle doit être belle pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Elle doit avoir une qualité esthétique, mais une photographie porte un contenu. Au même titre qu'un texte porte un contenu, une photographie porte un contenu. Et elle est choisie parce que elle raconte quelque chose. Donc, on la paye, on fait attention aux droits du photographe, aux droits du copyright, et on fait attention aussi aux droits à l'image, c'est-à-dire on fait attention à ce que ne soient pas publiées des images qui pourraient porter atteinte à des personnes qui seraient photographiées dans des conditions qui porteraient préjudice à l'identité de la personne. Ça peut être le cas de personnes qui sont blessées pendant un attentat, etc. J'imagine qu'il faut choisir les photos en fonction de la mise en page de l'article. Tu peux lire le reste de la question? Oui. Alors, juste avant, là, parce qu'il y a Xanto Perla qui dit pourquoi SCA donne comme cadeau des cadeaux chinois. Alors bon, je pense que Xanto Perla doit faire référence aux cadeaux qu'on peut recevoir quand on s'abonne. Alors, Oui. malheureusement, là, on est vraiment dans la rédaction de Sciences et Avenir. On a une discussion autour de la rédaction de Sciences et Avenir. Alors, c'est pas pour nous dédouaner, mais le service abonnement a ses us et coutumes que je ne peux pas vous préciser ici. Et je ne sais pas du tout si leurs cadeaux sont chinois ou ne sont pas chinois. Mais bon, c'est quelque chose qu'on pourra prolonger un peu plus tard dans une autre discussion, sans doute. Alors, Myosotis dit « J'imagine qu'il faut choisir les photos en fonction de la mise en page de l'article. Cette mise en page est définie quand? » Voilà, c'est intéressant ça. « Elle est connue et fixée à l'avance ou bien est-ce qu'elle évolue durant le mois, auquel cas il faut réajuster les images jusqu'à peu de temps avant la sortie du numéro ?» Oh là 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 là, Myosotis. Alors là, tu touches à une question assez cruciale. C'est-à-dire que j'ai dit dans le papier de présentation de Sciences et Avenir que est-ce que pour se caler sur l'actualité, suivre un sujet d'actualité, il faut avoir la réactivité, la souplesse d'un athlète de haut niveau quand on est dans une rédaction comme la nôtre? La réponse est oui. Parce que on a un certain nombre de rubriques et de pages dans le magazine pour lesquelles il y a des maquettes qui sont préétablies. C'est-à-dire, on sait que par exemple, on a une photo d'ouverture qui la doit maquette, c'est le look, hein, c'est le voilà, look de la page. Le look de la page, c'est on sait qu'il va y avoir une photo d'ouverture qui sera verticale ou horizontale, etc. Même si on a de la marge de manœuvre là-dessus, et que on peut la changer en cours de route. En général, elle est établie pendant cette discussion à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, de présentation du sujet, d'interrogation sur quel type d'image on va mettre, est-ce qu'on va faire travailler un photographe, etc., etc. Ce qui peut arriver assez souvent, ce qui peut arriver, c'est que en cours de route, il y a des changements. Par exemple, on a décidé de rallonger un texte. On s'est rendu compte à un moment donné que l'article qu'on est en train de préparer prend de l'ampleur justement parce que c'est un sujet d'actualité. On s'était pas rendu compte qu'il valait mieux lui conférer plus de place. On rajoute une page. Alors, dans ce cas-là, il faut s'adapter, changer la mise en page, changer les proportions de l'image d'ouverture, l'agrandir, rajouter des images qu'on n'avait pas prévues, etc. On s'adapte en cours de route en fonction d'événements qui sont vraiment de l'ordre de l'éditorial, du rédactionnel, et il nous arrive de changer des photos. Et nous sommes certains mensuels, mais je disais quand on discutait de ce Twitch avec mes collègues que nous avons une capacité de réaction phénoménale. Je ne nous envoie pas des fleurs, mais c'est juste que au même niveau que Pesquet pour son ISS, le mois d'avant, on avait traité de l'arrivée sur Mars du rover Persévérance. Et alors, là, on avait vraiment prévu un plan B, parce que si jamais il y avait eu un accident à l'arrivée, pendant l'amarcissage de Persévérance sur la planète, on aurait dû carrément changer de fond en comble l'article. Il s'est avéré que tout a bien fonctionné et qu'on bouclait le magazine, c'est-à-dire qu'on envoyait vraiment les pages dernier carat à l'imprimerie quelques heures après l'annonce du bon déroulement de l'arrivée du rover sur Mars. Ce qui nous a permis, et j'en suis pas peu fière,
d'intégrer la première photo que Persévérance a prise à partir du moment où il était posé sur le sol martien. Et ça, c'est le fait d'un travail d'équipe qui était d'un travail d'équipe total, c'est-à-dire que les relecteurs, les secrétaires de rédaction étaient là pour faire les dernières vérifications. Le rédacteur était là pour vérifier. Le service photo était là pour fournir la photo. C'est un travail d'équipe. Certes, nous sommes au centre de ce système solaire avec la photo, mais c'est un travail d'équipe vraiment merveilleux et voilà. Alors, le reste de cette équipe, on pourra justement découvrir ces journalistes au cours de prochains Twitch qu'on fera sur ce mode-là, des visites de la coulisse, des coulisses de la rédaction. Vous savez que Science et Avenir est sur Twitch depuis janvier. On fait un direct tous les jeudis à 17h30, entre 17h30 et 19h. En temps normal, on parle d'un sujet scientifique, technique, on parle de santé. La semaine dernière, par exemple, on parlait des 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl. C'était passionnant avec Yves Lenoir. C'est un direct qui, comme tous les directs sur Twitch, peut être revu sur le site web de Science et Avenir. Mais donc, ces opérations spéciales de making-of, découverte des coulisses de Science et Avenir, on essaiera de refaire ça régulièrement. Donc là, on a pu discuter avec Andréina de la question de la photo, comment on choisit les photos qui sont dans ce magazine. La prochaine fois, peut-être qu'on parlera avec un maquettiste, un directeur artistique, un secrétaire de rédaction. Merci Andréina et à la prochaine. À vous tous et toutes. Et maintenant, on va parler, on passe à la dernière partie de ce stream. On va faire un gros plan sur un nouveau papier qui est au sommaire du dernier Science et Avenir. C'est un papier sur l'Everest. On va en parler avec la journaliste qui a signé ce papier, Sylvie Roat, qui va me rejoindre dans très peu de temps. Alors, il y a Xanto Perla qui nous a posé 2 questions. Alors, Xanto Perla nous dit: est-ce que les articles peuvent être rédigés en fonction de certaines publicités? Non. Les journalistes de Science et Avenir travaillent en totale indépendance. Il y a de la publicité dans Science et Avenir, il y a des pages de publicité, mais c'est fait indépendamment de l'éditorial. Et nous les découvrons quand on feuillette le journal, quand on le reçoit en début de mois ou en fin de mois. Xanto Perla nous dit aussi: est-ce que ce sont des scientifiques qui écrivent ou alors des journalistes? Et comment vous développez l'esprit critique? Alors ça, c'est une question. Sylvie, tu veux y répondre? Développer l'esprit critique, je pense que c'est une attitude de départ en fait du journaliste. Pour moi, c'est douter, remettre en question et aller vérifier auprès des chercheurs, effectivement. Et ce ne sont pas les scientifiques qui écrivent, ce sont les journalistes. On interroge les scientifiques. Certains demandent à relire pour corriger éventuellement, mais ce sont nous, c'est les journalistes qui écrivent les articles. Alors, c'est la spécificité de Science et Avenir par rapport à un autre journal du groupe, La Recherche. La Recherche, c'est maintenant c'est un MOOC, on appelle ça un MOOC, c'est-à-dire un magazine livre qu'on peut trouver en librairie et aussi chez les marchands de journaux. Et là, les papiers sont écrits par les scientifiques. Alors, pour autant, il y a quand même des journalistes qui travaillent avec eux, puisqu'il y a un travail pour accompagner le scientifique qui passe des années dans le même sujet. Il peut avoir tendance à jargonner, il peut avoir tendance à utiliser, à considérer comme acquis des notions qui ne le sont pas du tout. Donc, il y a quand même des journalistes qui accompagnent les chercheurs qui peuvent signer dans la recherche. Alors, les journalistes, on est à peu près sur tous les supports. Moi, je prépare un article pour le prochain numéro et j'en ai un dans celui-là. Donc, on est multitâche. Voilà. Alors, Samuel 69 570 nous dit: perso, Thomas Pesquet, je kiffe. C'est un homme moderne et vachement abordable, arrivant à bien transmettre sa passion. C'est pas le cas de tous les astronautes. Safe to be, grand fan du MOOC, La Recherche personnellement. Voilà. Donc, tu dois avoir le dernier alors sur la conscience. Sylvie, tu connais Twitch puisque tu as animé un Twitch qu'on peut retrouver sur le site web de Science et Avenir. C'était à l'occasion de la décennie des océans. Nous sommes dans la première année pour essayer de faire en sorte que les océans se portent mieux dans 10 ans. C'était un Twitch avec Romain Troublé qui part en expédition sur ce voilier qui s'appelle Tara.
et il part avec tout un équipement scientifique qui lui permet d'échantillonner, quoi, hein, de prendre de prélever l'eau de mer pour savoir ce qu'il y a dedans. Nuit Hirsute, est-ce que vos journalistes ont suivi des études particulières d'animation ou d'histoire des sciences, par exemple? Eh ben, Sylvie, c'est peut-être l'occasion, avant de rentrer dans le descriptif de ce papier. Alors, tu as signé plusieurs papiers, hein, dans le dernier Sciences et Avenir. Tu as participé au dossier de couverture. Tu as signé le papier sur Thomas Pesquet, puisqu'on voit qu'on a quelqu'un qui est fan de Thomas Pesquet, là, il peut lire dans ce papier toutes les expériences que Pesquet va faire sur l'ISS, qui sont tournées vers une possible prochaine exploration de la Lune, hein. Et tu as fait aussi ce papier sur l'Everest. Donc, on va parler de ce papier sur l'Everest, mais peut-être avant, Sylvie, à propos de la formation, puisque Nuit Hirsute demande est-ce qu'il faut avoir fait une formation particulière. Toi, est-ce que c'est ton cas? Entre autres, j'ai fait pas mal de cycles parce que j'étais très curieuse et que voilà, j'ai envie de faire pas mal d'études, mais j'ai fini par l'épistémologie, qui est de la philosophie des sciences, et je travaillais sur l'univers, sur la conception de l'univers, ce qui fait que je me suis occupée aussi d'astronomie, de cosmologie pendant très longtemps à Sciences et Avenir. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Et j'ai fait un livre, en fait, c'est aussi... Parce qu'en fait, je suis rentrée à Sciences et Avenir au tout début d'Internet. J'étais pigiste et je travaillais sur ce sujet sur lequel peu de gens travaillaient. Et sur Internet, tu veux dire? L'objet Internet. Oui, d'accord. Oui. Tu vois, c'était donc tous les magazines à l'époque, c'était nouveau pour tout le monde, c'était au milieu des années 90. Et j'écrivais des articles pour des journaux spécialisés sur Internet, enfin voilà, ce genre de choses. Et Sciences et Avenir m'a demandé de faire participer à un dossier. Et visiblement, ça s'est bien passé parce qu'on m'a demandé si je savais faire autre chose. Et j'avais publié un livre sur les trous noirs juste avant. Donc, je leur ai dit que je pouvais aussi faire... C'est comme ça que je me suis occupée de l'astronomie. Jusqu'à ce que Franck et Hazard reprennent, à l'occasion d'une pause dans la rédaction, qu'ils reprennent d'une part la cosmologie pour une de mes collègues Hazard et Franck, que vous avez vu juste avant, qui s'occupait de planétologie. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur les trous noirs, parce que tu as aussi participé à la conception d'un film sur les trous noirs avec l'astrophysicien Alain Riaduelo, hein. C'est ça, hein? Tout à fait. Et ce film, on peut le voir en ligne, hein. Sur YouTube, c'est Voyage au cœur d'un trou noir. Il avait fait de magnifiques visualisations. Il m'a montré, parce que je faisais un article sur les trous noirs pour Sciences et Avenir, et j'étais dans son bureau, il me montre ces visualisations, et je suis restée interdite en me disant, mais il faut en faire quelque chose, il faut en faire un film, j'en sais rien. Parce que Alain Riaduelo, pour le situer un petit peu, c'est qui? C'est un astrophysicien qui ne travaille pas sur les trous noirs en réalité, qui faisait ça sur son temps libre. Il avait fait un il a pris toutes les équations qui sont disponibles pour décrire les trous noirs, des équations mathématiques, physiques, et il les a transcrites en images. Donc certaines choses sont contre-intuitives, à savoir que plus on va vite, normalement dans les films on voit par exemple toutes les étoiles qui défilent de tous les côtés de plus en plus vite, alors que là il y a un ralentissement et tout devient très blanc. Je ne vais pas vous décrire le phénomène là tout de suite, mais c'est décrit dans ce film que nous avons fait ensemble. C'était une belle aventure. Et je sais que j'étais arrivée en réunion de rédaction en leur disant j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, il faut vraiment qu'on en fasse un film. Et c'est le seul DVD qui a été fait à Sciences et Avenir. C'était ce film-là. Alors, donc film donc redis le titre, Sylvie. Voyage au cœur d'un trou noir. Voyage au cœur d'un trou noir. Donc c'est un film que vous pouvez voir sur YouTube. Alors regardez-le parce que c'est vachement étonnant, parce que les représentations du trou noir qui sont faites par Alain Riaduelo, c'est vraiment celle qu'on va retrouver des années plus tard dans Interstellar de Nolan, hein. Donc, il est contacté en fait par Hollywood, Alain, pour être conseillé. Et plusieurs fois, on lui a demandé s'il pouvait utiliser ces images dans pas mal de festivals, enfin ce genre de choses. Ce film, quelque part, a porté à la connaissance du grand public ces simulations. Alors, on a un afflux là d'internautes et de commentaires. C'est grâce à un raid. Alors, je remercie. Alors, je ne sais plus qui est à l'origine de ce raid. Il y a beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui regrette la disparition de Sciences et Avenir Junior. Ben, c'était #Science qui n'a vécu que 5 numéros, malheureusement.
puisque le journal n'a pas assez vendu au bout de 5 numéros. Et oui, on en est très malheureux, mais je suis sûr que vous pouvez acheter à prix d'or sur eBay les numéros qui ont existé. Mais c'est sympa de faire une mention à ce journal. Alors, c'est Margin Design qui dit « C'est moi la lanceuse de raid ». Il y a quelques questions sur Sciences et Avenir. Ce n'est pas la partie junior que plusieurs journalistes sont partis dernièrement. Non. Alors, voilà, Sanguinaris BT dit « C'est sur Sciences et Vie ». Effectivement, on a beaucoup parlé de nos confrères de Sciences et Vie ces derniers temps parce qu'ils ont des difficultés. La vie de la presse n'est pas un chemin pavé de roses et ils ont beaucoup de difficultés en ce moment, effectivement. Mais Sciences et Avenir, c'est un autre journal. C'est le premier journal à l'heure actuelle de vulgarisation des sciences en France. On est leader sur ce secteur, autant le dire, hein, puisque c'est la vérité. Mais c'est pas, voilà, ce à quoi fait référence Sanguinarius, ça ne concerne pas Sciences et Avenir. Combien d'heures par jour travaille un journaliste scientifique? Alors ça, c'est une question très pointue. Ça dépend s'il est insomniaque ou pas, hein, j'imagine. Alors bonjour Loïc, hein, c'est Loïc GMP SN qui pose la question. Dans le spatial, c'est compliqué parce que beaucoup de lancements la plupart des lancements d'ailleurs sont faits depuis les États-Unis ou la Russie. Maintenant, il y a la Chine aussi, et c'est avec les créneaux horaires, souvent, il faut travailler tard le soir. Quand ça dépend vraiment des horaires de lancement. Mais du coup, des fois, je travaille très tard le soir, dans la nuit, ça m'est déjà arrivé également. Alors, parce que c'est vrai que pour des journalistes et pour des journalistes qui travaillent sur les questions scientifiques, il peut y avoir des moments. Alors, il y a les moments de speed où il faut les moments qui correspondent au bouclage, hein, où effectivement, à ce moment-là, on peut mettre les bouchées doubles à certains moments. Il y a aussi des moments où il y a une actualité qui fait l'actualité d'un lancement, hein, ce que tu décris, Sylvie, c'est-à-dire ça part très très tard, il faut veiller. Surtout maintenant avec le site web qui est quotidien, il faut pouvoir réagir rapidement. Ça s'appelle le week-end aussi. Voilà. Donc, on compte pas ces heures. Ouais, on compte pas ces heures. Alors, Sylvie, dans ce dernier papier, tu as fait un article sur l'Everest. Oui. Voilà. Cet article-là. On va peut-être voir des photos, hein, puisque je crois que tu as fourni à Léa certaines photos des expéditions, parce que il y a une actualité autour de l'Everest, c'est que on continue à mesurer son altitude. Alors, ça peut paraître surprenant parce que l'Everest, il n'est pas là depuis hier matin, quoi. Et on pensait que sur la question de la taille de l'Everest, notre religion était faite. C'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas parce qu'il y a eu un très gros séisme en 2015 et que la plupart des scientifiques pensaient que la montagne avait rapetissé, elle était plus basse. Donc, la question était ouverte depuis 2015. Les Népalais qui n'avaient jamais... Alors là, on voit l'expédition chinoise. Est-ce que tu peux montrer, Léa, s'il te plaît, la photo où ils sont en train de monter, gravir la montagne de nuit? Voilà. Donc, c'est beau, ça, oui. Alors, donc, je reprends. Il y a eu les Népalais. Enfin, ça, c'est l'expédition chinoise. Mais les Népalais ont décidé pour la première fois de mesurer eux-mêmes leur montagne de leur côté. Parce que l'Everest est à cheval sur le Népal et le Tibet. Donc, Chine d'un côté et Népal de l'autre. Donc, les Népalais ont fait une première expédition. Alors, comme là, ils ont fait à peu près la même chose, pour ne pas être gênés par les différents grimpeurs, c'était en 2019, ils ont grimpé de nuit. Déjà, c'est incroyable, être obligé de grimper de nuit pour éviter la cohorte, quoi, des randonneurs, parce que c'est devenu les Champs-Élysées, quoi, l'Everest. Alors, moins maintenant, puisque la Covid étant passée par là, donc c'est très, très réglementé ces derniers temps. Mais en 2019, c'était encore la cohue. Donc, ils sont montés de nuit, ils sont arrivés à 3 heures du matin. Ils sont restés 2 heures pour mesurer. Alors, ils avaient un radar pour mesurer donc, le sommet de la roche sous la neige. Et puis, un espèce d'engin de géolocalisation pour savoir exactement, en fait, mesurer. Mais ça n'a pas suffi. Alors, je vais finir sur les 2 expéditions, parce qu'au final, les Chinois, quand ils ont appris cette expédition, n'étaient pas très contents. Comme ils donnent beaucoup d'argent au Népal pour les aider, donc ils ont dit, vous ne pouvez pas donner la mesure définitive avant que nous ayons fait notre propre expédition. Donc là, ils ont monté en 2020
cette expédition chinoise que l'on voit. Alors, il y a d'autres, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'autres photos. Pareil, ils sont montés de nuit. Et c'est une partie seulement des mesures, parce que, comment expliquer? En fait, il y a deux types de mesures. Il y a la mesure théorique, c'est-à-dire on prend le niveau des mers et on trace une ligne toute droite. Donc ça, c'est si on imagine que la Terre est ronde, bien ronde. Ça, t'as peut-être besoin du schéma, non, hein, du schéma qu'on voit dans le journal. Hein. Peut-être si Léa peut nous montrer ce schéma, ça va éclairer ton explication sur les différentes façons dont on mesure. Donc, on imagine que la Terre est ronde, on prend la mer de Chine et on trace une droite. Elle n'a pas le schéma, Léa. Alors, vas-y, tu veux. Donc, on imagine, voilà, on trace une droite et c'est très simple. En revanche, la Terre n'est pas ronde en réalité. C'est une espèce de patate avec des bosses un peu partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le géoïde. Et pour mesurer ce géoïde, qui a une vraie distance pour pouvoir mesurer, ils ont fait 300 points de mesure tout autour, avec différents points de vue, tout autour de l'Everest, pour mesurer justement la forme du géoïde sous la montagne, avec des gravimètres. Ça a demandé 80 personnes, 2 ans quasiment de mesure. Enfin, c'était une grosse expédition pour définir donc ce qui a été établi, enfin ce qui a été annoncé conjointement par la Chine et le Népal fin 2020, à savoir que la montagne qui fait 8848 mètres, comme on le savait, plus 86 cm. D'accord, elle a gagné 80 cm. Ce que montre ton article et ce que relève notre internaute, la Sanguinarius BT, c'est que l'Everest, oui, représente un réel enjeu politique. Et il y a beaucoup de choses. En fait, donc, conjointement, il y a cette partie-là de mesure, mais dans les mêmes temps, en 2019, il y a eu une première énorme expédition. Alors, il y a Ranki, excuse-moi, mais il y a Ranki Mandrak qui a avalé son acte de naissance là, en entendant que la Terre n'est pas ronde. Ce n'est pas une sphère lisse, elle est ronde. C'est un géoïde, c'est ce que je disais, c'est une espèce de patate avec des bosses. Ce n'est pas lisse, c'est pas le globe que vous avez chez vous, tout lisse, du tout. Voilà, il y a différentes. Ce n'est pas une sphère parfaite, merci. Par rapport aux platistes. Voilà, non, mais on n'est pas platiste. Non, Riquet et Mandrake, on n'est pas platiste. Donc Sylvie, donc tu réagissais sur l'aspect question de politique internationale, quoi, autour de l'Everest. On appelle le troisième pôle, hein, c'est dire l'importance. Hein. Tout à fait. Mais il y a un autre enjeu qui est le changement climatique. Donc, en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a une expédition de 34 scientifiques qui se sont rendus en 2019 pendant 2 mois sur l'Everest. L'Everest qui fait partie de la chaîne de l'Himalaya, qui a perdu 100 mètres d'épaisseur. Il faut que je vous dise depuis quand, je ne l'ai plus en tête. En raison du réchauffement. Hein. Depuis 60 ans. Oui, depuis 60 ans, elle a permis, tout l'ensemble en fait, de la chaîne a perdu 100 mètres de glace. Alors, il faut savoir que ça va s'accentuer, cette fonte. Et le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup d'inondations, de glissements de terrain et à terme de sécheresse. Donc, c'est un enjeu aussi écologique, c'est un enjeu environnemental. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'Everest et de la chaîne de l'Himalaya, pas que politique. Et de fait, entre la Chine et le Népal, il y a un gros enjeu politique, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors Sylvie, il y avait une question un peu plus bas dans le chat. Alors évidemment, on l'a plus sous l'œil là, mais qui posait la question de la difficulté de l'écriture pour le journaliste. Dans un exemple comme celui-là, par exemple, où est-ce qu'on met le curseur dans le niveau de difficulté, hein? Voilà, Léa, merci à retrouver le commentaire de Sanguinarius BT. Comment arrivez-vous à vulgariser des sujets scientifiques et à les rendre accessibles sans les rendre inexacts? Sur des papiers courts, on retrouve souvent des biais, alors que dans les sources brutes, ils ne sont pas présents. Et justement, le problème des sources brutes, c'est que souvent, elles sont inaccessibles au plus grand nombre. Donc, on est obligé d'utiliser des images, on est obligé d'essayer de ce qu'on appelle la vulgarisation. C'est quelque part, avec des mots simples, d'expliquer des choses difficiles comme la théorie des cordes. Voilà. C'est toujours un exercice difficile. Là, le papier que je prépare en ce moment, c'est sur un sujet de physique très difficile. Je me pose la question à chaque phrase, en fait, est-ce que c'est clair, ne pas utiliser des mots que personne ne va comprendre. Donc les sources brutes, oui, elles sont exactes, mais avec des difficultés d'accessibilité.
Après, le niveau d'écriture, il dépend aussi du support hein, sur lequel on écrit. Hein. On n'écrit pas de la même façon dans Sciences et Avenir, qui est un journal a priori pour des lecteurs qui s'intéressent aux choses scientifiques, que par exemple si tu écrivais dans un quotidien généraliste, quoi, hein, où il n'y aurait peut-être pas le même niveau d'écriture. Je pense qu'on a le même niveau d'écriture, en fait. On a le même genre de public. Quand je suis arrivée à Sciences Avenir, on m'a dit, voilà, il faut que tu écrives pour... Bon, c'est pas très sympa pour ce corps de métier, mais c'était pour ta concierge. C'était ça le mot. Donc, désolé pour les concierges, mais l'idée était vraiment pour que le plus grand nombre puisse lire Sciences et Avenir. Oui, ça veut dire pour tout le monde. Il ne faut pas écrire on n'a pas en tête un public spécifique et qui rentre dans une case. Xanto Perla demande est-ce que vous faites relire par des personnes de votre famille, sans doute pour tester le niveau d'accessibilité des articles? Jamais, ça les intéresse pas déjà. Oui, ça les intéresse jamais, c'est vrai ça. Ouais, Non, en fait, on est relu derrière. Ce que disait Franck tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de gens qui nous relisent. Il y a un niveau de relecture, je crois qu'il y a une dizaine de relectures derrière une fois qu'on a écrit. Et chacun rajoute, chacun enlève, chacun pose des questions s'il n'a pas compris. Donc, je râle à chaque fois, parce que pour moi, tout est simple. Une fois que j'ai écrit, c'est clair. Mais il y a un gros travail justement pour vulgariser derrière. Il n'y a pas que moi. Voilà. Et là, par exemple, dans cet article sur l'Everest où tu parles des différentes initiatives qui ont été faites pour mesurer, pour donner la véritable taille de l'Everest, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Est-ce que c'était, par exemple, dans la prise de contact dans les chercheurs? Parce que, par définition, ils sont loin, et puis là, on ne se déplace plus, etc. Alors, en fait, j'ai contacté, d'abord, j'ai trouvé sur Twitter, en fait, le Népalais qui a mené l'expédition en haut, qui a perdu, alors il faut le dire, comme ils sont restés 2 heures au-dessus de 8000 mètres, en fait, il n'y a quasiment plus d'oxygène et c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. Il fait très froid. Donc, lui, il a perdu un doigt de pied et un de ses accompagnateurs qui, lui, a failli mourir. Il n'avait plus d'oxygène. Enfin, ça a été très difficile. Oui, là, le haut de l'Everest, il faut avoir un équipement, il faut avoir des bombes à oxygène, etc. Quoi. Et lui, il était à court d'oxygène. Donc, en fait, ils ont trouvé un Sherpa qui montait sur la montagne. Ils ont pris sa bouteille d'oxygène pour lui donner l'oxygène et lui permettre de redescendre. Je crois que le Sherpa n'a pas pu, lui, atteindre son objectif. Donc, j'ai voulu le contacter. J'ai trouvé son contact sur Twitter. Je lui ai posé des questions. On a échangé. Et en fait, lui, il n'en pouvait plus de raconter son histoire. Il m'a dit, moi, j'en peux plus. Alors, il m'a fait lire une interview qu'il avait donnée à un journal népalais, mais qui était en anglais. Donc, j'ai eu accès en me disant, vous aurez tout là-dedans. Voilà. Donc, c'était pas mon contact le plus sympathique. Ensuite, donc, je me suis intéressée à ce que je disais tout à l'heure, à l'autre, aller à la grande expédition, en fait. Et là, c'est des scientifiques. L'accès était plus facile. Ils avaient vraiment envie de parler de leurs recherches, de leurs résultats quand ils en avaient. Enfin, c'était vraiment dans le plus classique. Mais le Népalais, lui, c'était non, terminé. Plus d'interview. J'ai fait mon boulot. C'est fini, quoi. Quelle est la situation d'ailleurs des Sherpas aujourd'hui hein, parce qu'il y a un internaute, enfin Sanguinarius, qui dit les Sherpas sont-ils toujours aussi maltraités que ça a pu être dans le passé? Non, quand même pas. Mais il y a toujours une grande incompréhension entre les Sherpas qui connaissent la difficulté de l'Everest et les grimpeurs qui parfois prennent des risques que les Sherpas ne comprennent pas. Donc je sais qu'il y a toujours quelque part une difficulté, mais ils sont pas aussi maltraités. Enfin, c'était des esclaves dans les années 90, je ne sais pas, mais bien avant, en fait, au départ, ils étaient assez méprisés. À la fois, ils étaient méprisés, et pour les Occidentaux, c'était un peu des sujets d'étude, parce qu'ils ont une résistance au manque d'oxygène que nous ne connaissons pas. Donc, les premiers grimpeurs les regardaient un peu comme des objets, des curiosités. À ce sujet, il y a je crois que c'est l'année dernière, c'était l'anniversaire de la première ascension de l'Annapurna, premier 8000 mètres par l'équipe de l'alpiniste Maurice Herzog. Alors c'était une expédition qui a été un peu polémique par la suite, mais Herzog avait fait un bouquin qui s'appelle Annapurna, premier 8000 mètres, et qui est un bouquin absolument génial sur l'aventure humaine que ça représente. C'est quoi un Sherpa, nous dit Loïc GMPSN. C'est vrai qu'on aurait pu commencer
par là, hein, dire ce que c'est qu'un Sherpa? C'est, je ne sais pas comment le définir, c'est une personne qui est payée pour accompagner les grimpeurs, qui les guide. Hein. Ils sont à la fois guides, ils portent les bagages, enfin ils font la logistique en fait de l'expédition. Et c'est quelqu'un qui connaît aussi extrêmement bien. C'est un peu l'idée. Ouais. Et écoute Sylvie, ben on arrive à notre deadline, hein. Il est 19h, il est 19h passé. Cet article, alors est-ce que la messe est dite maintenant? Est-ce que l'altitude de l'Everest? L'altitude va forcément changer. Il n'y a rien en fait de stable. Rappelle s'il te plaît. Donc aujourd'hui, dernier chiffrage avec ton papier, on nous dit l'Everest mesure 8848 mètres et 86 cm, virgule 86 si vous voulez. D'accord. Voilà. Donc 86 cm de plus. Après, moi, je me suis posé la question et je n'ai pas la réponse. Est-ce que ces 86 cm ont réellement été gagnés ou est-ce que la mesure est plus précise tout simplement? Oui. Moi, la question reste ouverte pour moi. Oui. Et alors, ce que je voulais dire pour finir aussi, c'est que donc, les 34 chercheurs qui se sont installés pendant 2 mois ont transformé la montagne entière en plus grand laboratoire du changement climatique du monde. Parce qu'ils ont installé des capteurs, des stations météo, dont la plus haute au monde. Enfin, ils ont fait un travail pour que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de résultats scientifiques. Ce n'est que le début de l'aventure. Donc on va engranger bien d'autres données sur l'Everest. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. On ne peut pas reprendre la question de Nyarla Top Deck. Alors pour une fois que je comprends un pseudo sur Twitch, hein, puisque c'est une allusion au démon de Lovecraft. Bon, quand même, est-ce que le K2 est autant pollué? T'as quelque chose à dire là-dessus, peut-être Je pense que le problème, c'est que les grimpeurs, à chaque fois, quand ils redescendent, ils s'allègent, donc ils abandonnent les déchets, les bagages, en fait, tout leur équipement. Oui, c'est ce que tu racontes dans le papier. Hein. Tu parles de ces niveaux de pollution extraordinaires au polypréparateur. C'est le déchargement de l'Everest. Donc, alors, je ne vais pas m'étendre, mais régulièrement, il y a des expéditions pour descendre les déchets. Et dans la petite ville qui est en bas, en fait, ils essayent de transformer ces déchets en objets du quotidien. Donc, il y a plein de petites associations qui font un boulot génial. Voilà. Il y a aussi un autre bouquin qui est génial sur l'Everest. C'est du type qui a écrit Into the Wild. Il a fait un autre bouquin sur une expédition sur l'Everest qui a été absolument catastrophique, un journaliste. Alors, écoutez, voilà, on est arrivé au bout. Hein, il est 19h passé. Merci Sylvie Roy, journaliste à Sciences et Avenir, qui signe plein de papiers dans ce dernier numéro. J'ai fait beaucoup plus que mes heures de travail pour répondre à une question. Donc, il y a l'article sur Pesquet, sur Thomas Pesquet, qui est annoncé en une, qui est orienté sur les expériences lunaires, si je puis dire. Je veux juste signaler, alors c'est pas un super article parce que je l'ai fait, mais c'est parce que j'ai appris des choses. C'est l'article sur Theia qui montre que dans le manteau terrestre, il y a des restes entiers de la planète qui nous a heurtés il y a très longtemps. Oui, le titre est super de l'article. Enfin, il est très accrocheur. Des restes d'une autre planète dans la Terre, c'est ça, non? Comment? Tout à fait. Donc ça, il va falloir acheter Sciences et Avenir pour le lire, les amis. Et oui, c'est comme ça. Bon, merci Sylvie, merci beaucoup, merci à tous. Alors vous êtes Choura70 nous dit merci, très chouette Twitch pour un pro soin Twitch. Envisagez-vous d'inviter Thomas Pesquet? Thomas Pesquet, on l'adore, mais il est plus dur à joindre que la reine d'Angleterre. Donc on va essayer, mais bon. Et puis là, il est un peu. Quand même, je lui ai proposé de faire un Twitch. Et alors? Pour l'instant, il n'est pas disponible. Bon, on verra. C'est vrai qu'un Twitch depuis l'ISS, ça serait classe. Ça serait bon. Mais enfin, on verra. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez revoir cette émission, elle sera en replay sur le site web de Sciences et Avenir, comme toutes les émissions qu'on a fait depuis le lancement de cette chaîne. On se voit tous les jeudis à 17h30 pour 1h30 de direct avec un expert. On a fait une émission sur la matière noire, on en a fait une sur les araignées, on en a fait une sur Tchernobyl, on en a fait une sur la médecine légale. Bon, je me souviens plus, mais il y en a des paquets. C'est passionnant, 1h30 avec quelqu'un de passionné qui fait passer sa motivation à creuser un domaine scientifique comme celui-là.
Merci Sylvie, merci à tous et eh bien, à jeudi prochain. Ciao, ciao. Ah, ouais.